Bonjour et bienvenue. Si vous non plus vous n'êtes pas au bout de vos tribulations, eh bien vous êtes au bon endroit. Et ici, on n'a pas peur de parler de nos péripéties. Je suis Nathalie, je suis coach. J'ai un couteau suisse d'outils en poche et je vous partage, en toute simplicité, parfois avec des invités inspirants, des trucs et astuces pour mieux vivre toutes ces aventures, tous ces aléas qui peuvent être tout aussi grisants que nous mettre un genou à terre. Alors comment se relever ? Comment faire face ? Bien, vous trouverez pas mal de réponses dans ce podcast parce que nous aborderons toutes les sphères de notre vie, nos relations avec les autres dans le domaine professionnel ou privé, et aussi toutes ces facettes de nous-mêmes qui nous jouent des tours parfois et qui peuvent nous entraîner dans des histoires qu'on était loin d'avoir imaginées. Je vous propose de découvrir, d'apprendre comment naviguer en eau trouble, bien parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille en fait. Bonjour tout le monde, alors bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère vous trouver en pleine forme pour écouter cet épisode où on va parler d'énéagramme. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de l'énéagramme ? Eh bien parce que c'est un outil d'abord que j'adore, que j'affectionne particulièrement, que j'utilise, et aussi, vous avez entendu certainement, si vous avez eu la chance d'écouter les épisodes précédents où je reçois des invités, que certains de mes invités connaissent très très bien cet outil et donc on était amenés à en parler, donc je me suis dit que peut-être ce serait intéressant de parler un peu plus en détail de l'énéagramme. Alors les épisodes précédents, je vous invite à aller les écouter si vous ne l'avez pas fait encore, parce que je reçois des invités qui ont déjà fait un cheminement dans leur connaissance personnelle, dans la connaissance de soi, et vous allez voir l'importance de bien se connaître, ce que ça peut leur apporter dans leur vie, dans leurs expériences de vie, parce qu'on a tous des chemins de vie qui sont différents et on connaît tous à un moment ou à un autre des problématiques, des difficultés. Et le fait de bien se connaître, vous verrez que ça aide pas mal à résoudre certaines de ces problématiques, en tout cas à sortir de situations compliquées. Donc si c'est pas le cas, allez écouter ces épisodes, faites une pause peut-être là, retournez-y, revenez, enfin faites comme vous voulez, mais de toute façon il n'y a pas d'ordre. Je reçois 5 invités, donc vous allez trouver Annick Laprate, Jean-Christophe Dulot, vous allez trouver Gérard Angasser, sa compagne Laetitia, sur un autre épisode, ils sont pas tous les deux ensemble, et puis j'ai aussi eu la chance de recevoir Yannick Alain, qui connaît très bien l'énéagramme aussi, comme d'autres épisodes dans lesquels on en a parlé quand même pas mal. Donc allez-y, allez écouter ça, et là aujourd'hui on enchaîne sur cet outil. Alors mon but ici c'est de faire connaître l'outil à ceux qui ne le connaissent pas déjà, donc je vais peut-être faire des raccourcis, je vais simplifier, donc pardon pour ceux qui le connaissent très très bien, mais voilà, là ça s'adresse plutôt à des gens qui ne le connaissent pas et qui voudraient découvrir un peu ce que c'est que cette histoire-là. Donc en parlant d'histoire, on va commencer justement par ça, d'où ça sort ça, cet outil-là. Par rapport au symbole, peut-être que vous l'avez vu dans la description de la vidéo, donc c'est un symbole qui est quand même assez ancien, et qui remonterait à plus de 2500 ans. Donc vous voyez que c'est déjà pas quelque chose qui sort du chapeau. Donc c'est un symbole qui est à la fois issu d'anciennes traditions et maintenant aussi de la psychologie moderne. Donc c'est un certain Gurdjieff qui a commencé à s'intéresser à la fin du 19e siècle à l'énéagramme. Lui, il a déjà commencé à s'intéresser au symbole qui est donc composé de 3 figures, le cercle qui représente le tout, le triangle, je fais simple, le triangle, la trinité qu'on retrouve dans toutes les grandes religions, qui est un phénomène qui montre que tout ce qui existe, en fait, c'est le résultat de l'interaction de 3 forces, qu'on appelle aussi la loi du 3, et puis l'hexade, donc l'hexade c'est ce qui relie les 6 autres chiffres du symbole, qu'on peut nommer la loi du 7, et la loi du 7, ça porte sur l'enchaînement des choses, leur développement dans le temps. Si vous prenez les 7 jours de la semaine, l'octave musicale, etc. Alors tout ça réuni, ça donne le symbole de l'énéagramme, qui montre donc la complétude avec le cercle, l'interaction de 3 forces, le triangle, et l'évolution et les changements dans le temps avec l'hexade. Ensuite, dans les années 50, on a un monsieur qui s'appelle Ikazo, je vous donne juste le nom de famille, qui fait la connexion entre le symbole de l'énéagramme et les types de personnalités. Ces typologies qu'on va retrouver tout autour du cercle, qui sont au nombre de 9, alors si on considère qu'il y a un haut et un bas, eh bien on va commencer tout en haut avec le 9,
puis le 1, le 2, le 3, le 4 à droite, et en symétrie, en remontant de l'autre côté, vous trouverez le 5, le 6, le 7 et le 8. En 70, on a Claudio Naranjo, un psychiatre célèbre qui va s'y intéresser aussi et qui va faire des corrélations en fait entre les types de l'énéagramme et les catégories psychiatriques qu'il connaissait. Et ça va venir enrichir les types. Et pour valider ce rapprochement en fait entre ces catégories psychiatriques et les types de l'énéagramme, eh bien c'est là qu'il va avoir recours au panel, peut-être que vous en avez entendu parler, qui va consister à grouper les gens qui vont se reconnaître dans une typologie pour souligner leurs ressemblances et venir enrichir toujours plus les caractéristiques des types. Ensuite, on va avoir Don Rizzo, un jésuite, qui va mettre aussi en avant, lui, les motivations psychologiques des types, et plus d'autres idées qu'il va développer. Il va être rejoint en 1991 par Russ Hudson, et depuis, en fait, il va y avoir des recherches qui vont être faites sur l'énéagramme, des ateliers, des séminaires à travers le monde. Tout ça, ça va venir enrichir l'énéagramme. Et ça va montrer, comme vous pouvez le constater par vous-même, d'après tout ce que je vous dis, le caractère universel de l'énéagramme. Et aussi le fait que ce soit opérationnel tout de suite. Donc vous voyez que si le symbole est très très vieux, l'histoire de l'énéagramme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est finalement assez récent. Et pourtant, ça a une puissance assez incroyable et une profondeur assez remarquable. Ok, vous allez me dire, super, mais à quoi ça sert finalement tout ça? Alors tout ça, ça va nous permettre de déterminer comment faire face aux problèmes qui sont liés à ce qu'on pourrait appeler nos travers personnels, par exemple. Ça va nous permettre de comprendre mieux l'autre, d'améliorer nos relations. Ça va nous permettre aussi de prendre en compte le fait que chacun d'entre nous a des prédispositions à évoluer, à aller acquérir certaines choses, des choses qui sont en nous, intrinsèquement enfouies en nous, et qu'on peut aller chercher à faire remonter. Donc il ne s'agit pas simplement d'observer des comportements, c'est vraiment une étude très profonde de la personnalité. Alors pour vous faire un petit parallèle avec la vie en fait, avec ce qui se passe dans nos vies, imaginez que vous êtes dans une réunion de famille et que au lieu qu'il y ait toujours ces mêmes discussions ou ces mêmes disputes ou ces mêmes sources de conflits, eh bien chacun se comprend, chacun comprend l'autre, chacun ne prend pas les choses pour soi-même, mais il y a vraiment une ouverture envers l'autre. Les relations sont plus fluides, et même si on n'est pas d'accord, on arrive à se l'exprimer, on arrive à se l'expliquer, et on arrive comme ça à avancer dans la vie avec des relations beaucoup plus sereines et beaucoup plus saines. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? Non, j'ai pris cette image du repas de famille parce que c'est quand même souvent, et en tout cas on le voit dans les fictions, c'est souvent un endroit où il y a pas mal de typologies de personnalités qui sont représentées et qui ne sont pas toujours d'accord malgré l'affection qui se porte, malgré l'affection qu'on a pour nos proches, malgré tout l'amour qu'on a pour nos proches. Il y a des fois où on ne se comprend absolument pas. Et franchement, quand vous connaissez un peu l'outil, que vous commencez à l'utiliser, tout devient beaucoup plus fluide. C'est pour ça que je voudrais vous le partager aujourd'hui. Par exemple, ça va vous permettre de répondre à des questions comme à quel moment je m'entends bien avec cette personne et pourquoi je m'entends bien avec cette personne, à quel moment j'ai des relations difficiles avec cette personne et pourquoi ça arrive, et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation. Donc, vous voyez que déjà, rien que le fait de pouvoir répondre à ces questions, ça va changer énormément de choses dans votre vie. Mais avant de commencer à analyser tous les gens qui vous entourent, j'aimerais juste vous parler de 4 principes avec lesquels j'utilise l'énéagramme en fait. Donc ces 4 principes, c'est observer, comprendre, accepter et agir. Alors, on va voir ces 4 principes un peu plus en détail. Observer, c'est-à-dire on va repérer dans les actions ou les attitudes de la personne qu'on a en face de nous les traits qui vont correspondre aux différentes typologies, sans jamais juger, sans non plus faire une sélection de ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment être là dans une espèce d'observation. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. D'ailleurs, ce principe, c'est observation. Donc ça tombe bien. Et puis se rappeler aussi que on a seulement 2 sources d'informations quand on est en face de quelqu'un. C'est les comportements de la personne qu'on observe
est ce que nous dit la personne. Tout le reste, ce ne sont que des hypothèses qu'on se fait à nous-mêmes. Donc il faut vraiment être vigilant sur cette observation. Après observation, on a comprendre. On a collecté des informations et on commence à déduire le mécanisme de l'énéagramme que la personne qu'on a en face, elle utilise. Et on commence à mieux comprendre son fonctionnement. Par contre, il faut toujours se rappeler que les informations qu'on a, elles sont toujours à vérifier pour être sûr que notre estimation au départ, elle est toujours juste. On peut se tromper. La personne peut se montrer sous une typologie à un instant T parce que l'environnement, les conditions, son état d'esprit au moment où elle nous parle est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour toujours. Il faut vraiment revenir dans cet état d'observation. Donc il faut être toujours dans ces 4 principes quand on est en train d'analyser quelqu'un pour identifier sa typologie, en permanence, pour être au plus juste en fait. Et surtout ne pas se tromper. Parce que si on se trompe, notre façon de communiquer avec la personne, notre compréhension d'elle est complètement faussée, on est bien d'accord. Après ces 2 premiers principes, on a le 3e qui est accepter. On a vu que connaître le type de la personne qu'on a en face, ça va nous permettre de comprendre les raisons qui vont motiver son comportement, ses difficultés, ses souffrances. Et il faut surtout comprendre que chacun d'entre nous, en ayant cette typologie, on est la première victime de sa typologie. On est la première victime de l'enfermement dans sa typologie. À cette étape, il faut bien distinguer vraiment les comportements de la personne et de l'autre côté la personne elle-même. Et considérer que ce que le type de la personne en fait va lui apporter dans son unicité et que malgré tout ce qui nous convient pas, malgré tout ce qui nous plaît pas chez la personne, on peut l'apprécier parce qu'on a compris les raisons qui motivent ses comportements, parce qu'on a compris les difficultés et les souffrances qu'elle peut traverser en fait. Donc, on vient de voir observer, comprendre, accepter, et maintenant on va voir le 4e principe qui est agir. Agir, c'est quoi dans cette situation? Finalement, c'est communiquer. On a compris, on a accepté l'autre, maintenant on communique avec. Et ce qui est intéressant avec l'énéagramme, c'est qu'on a cette capacité de prévision en fait du comportement sous stress de la personne qu'on a en face, en fonction de sa typologie, et on va pouvoir mieux gérer les moments difficiles qu'on va rencontrer dans la relation. Bien entendu, le fait de pouvoir prévoir ces interactions, ces conflits, ça ne permet pas de les éviter. Mais par contre, on a des prises de conscience et ça permet d'interrompre le processus en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Et puis peut-être quand même éviter des conflits inutiles. Du coup, dans une relation, on peut aussi déterminer qui fait quoi dans une relation, dans une collaboration par exemple. Une collaboration, ça peut être un parent avec un enfant. Si vous avez des enfants, c'est une collaboration entre vous deux que vous mettez en place de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Entre mari et femme, entre collègues, entre équipiers, entre un responsable de service, un chef de service et ses équipiers, entre un patron et ses chefs de service, etc. Enfin, vous avez compris le principe de la relation et de la collaboration. Ça n'est pas qu'au travail, la collaboration. C'est ça que je voulais dire. Alors maintenant qu'on a ces 4 principes en tête, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail des 9 typologies de l'énéagramme. Bien sûr, quand on débute avec l'énéagramme, la première chose qu'on a envie de savoir, c'est quoi mon type. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu cette figure de l'énéagramme qui représente donc ce cercle avec ses chiffres autour, et à côté des chiffres, vous avez un nom qui représente une typologie. Alors c'est pas une super bonne idée de partir sur une typologie comme ça avec un nom. Ça peut vous renvoyer à des choses vécues, ça peut vous faire avoir des interprétations qui sont faussées parce que qu'on le veuille ou non, un mot il peut être interprété de différentes façons par différentes personnes. Donc moi je vais vous décrire l'énéagramme seulement avec les chiffres et vous allez comprendre, ça ne va pas vous empêcher de connaître votre typologie et votre façon de fonctionner. Vous allez voir que c'est finalement assez évident à un moment donné. Alors la première question qu'on peut se poser quand on cherche sa typologie, c'est quels sont les traits de ma personnalité qui me rendent le plus fier? Alors si vous voulez, vous pouvez faire pause, prendre de quoi noter
essayez de répondre à ces questions. Donc moi je vais vous donner les traits de chaque typologie et puis peut-être marquer, vous marquez juste le chiffre qui vous correspond le mieux. Parce qu'il y en a peut-être plusieurs qui vous correspondent, mais celui qui vous fait vraiment plus vibrer, vous avez vraiment cette sensation que c'est ça. Donc je vais commencer dans la logique par le chiffre 1. Enfin, c'est pas vraiment la logique d'ailleurs, c'est le plus simple, le plus simple pour démarrer. Je vais commencer par le chiffre 1. Donc le chiffre 1, ce qui le rend le plus fier, c'est de se dire « je suis droit, je suis travailleur ». Le 2, ce qui le rend le plus fier, c'est « j'aime et j'aide ». Le 3, ce qui le rend le plus fier, c'est « je réussis, je suis efficace ». Le 4, ce qui va le rendre le plus fier, c'est de se dire « je suis différent et je suis sensible ». Le 5, ce qui va le rendre le plus fier, c'est dire « je sais, je comprends ». Le 6, ça va être « je suis loyal, je fais mon devoir ». Le 7, ça va être « je suis optimiste, je suis heureux ». Le 8, ça va être « je suis fort, je suis juste ». Et enfin, ce qui rend le plus fier, le 9, c'est de se dire « je suis bien, je suis calme, je suis facile à vivre ». Et puis, continuez à noter, je vais vous donner d'autres petites informations. On va s'intéresser aux talents de chacun des types. Alors, qu'est-ce qui me correspond le mieux, encore une fois, vous notez. Pour le 1, ce qui lui correspond le mieux, ça va être la rigueur personnelle et avoir des idéaux élevés. Pour le 2, ça va être l'amour. Le 3, ça va être sa capacité à réaliser et à réussir. Pour le 4, c'est le sens du beau. Pour le 5, c'est la connaissance, la précision. Pour le 6, c'est la loyauté. Pour le 7, c'est la joie et l'optimisme. Pour le 8, c'est la puissance et le courage. Pour le 9, c'est l'acceptation et le soutien. Alors, peut-être que ça commence à se dessiner un petit peu. On va approfondir encore et on va aller voir ce que cherche à éviter à tout prix chacune des 9 personnalités. Le 1, ce qu'il évite à tout prix, c'est la colère. Il a toujours une colère qui est contenue. Il évite de l'exprimer. Le 2, ce qu'il va éviter, c'est de reconnaître ses propres besoins. Il va aller toujours essayer d'aller combler le besoin des autres. Le 3, lui, va éviter l'échec. Le 4 va éviter la banalité. Le 5, il va éviter le vide intérieur. Le 6, il va éviter la déviance, un comportement qui ne serait pas conforme à des normes sociales, à des normes de son groupe. Ça peut être son groupe, ça peut être sa famille. Le 7, lui, il va éviter la souffrance. Il déteste ça. Le 8, lui, il va éviter la faiblesse. Il doit toujours être fort. Et enfin le 9, lui, ce qu'il va éviter, c'est le conflit. Il veut toujours être dans l'harmonie, le 9. Et puis, on va poursuivre encore, donc j'espère que vous avez commencé à bien noter où vous en êtes vous. On va commencer à voir aussi à travers quel filtre chaque personnalité voit le monde en fait. Donc les filtres de l'attention de chaque typologie, ça va être quoi? Ça va être les sensations physiques, les émotions, les pensées, les souvenirs, les projets, tout ça, ça va représenter les filtres de l'attention pour chacun. Alors, on reprend avec le 1, lui, son filtre d'attention, c'est ce qui est correct et incorrect. Le 2, ça va être qu'est-ce que je peux faire pour aider. Le 3, ça va être quoi faire, quoi accomplir pour être remarqué, pour être vu. Le 4, ça va être qu'est-ce qui manque ici? Il manque quelque chose d'unique. Le 5, ça va être ce qui me permet d'observer. Le 6, ça va être les sources de danger, celles qu'on voit et celles qu'on voit pas, il va tout chercher. Le 7, ça va être ce qui lui permet d'avoir du plaisir, que ce soit un plaisir mental ou physique. Le 8, ça va être qu'est-ce qui va me permettre de prendre le contrôle. Le 9, lui, ce qui va filtrer son attention, c'est qu'est-ce qui peut m'éviter l'inconfort et le conflit. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous rentrez dans un congrès, une salle de 1300 personnes.
Je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps, donc c'est un exemple assez parlant pour moi aujourd'hui. Donc si vous êtes, eh bien écoutez, je vais prendre mon exemple, ça sera encore plus simple. Si vous êtes donc dans une typologie comme la mienne, c'est-à-dire 5, moi je vais me positionner dans la salle, quand je vais rentrer dans la salle, je vais me positionner dans la salle de manière à pouvoir observer tout le monde. Par exemple, le dernier événement que j'ai vécu, c'était au Grand Rex. Les premiers instants au Grand Rex, ça a été au premier étage où j'ai pu observer et la scène, les décors, les gens, combien il y avait de personnes, où est-ce qu'ils étaient assis, comment ils étaient habillés, quelle était l'énergie du moment. Tout est passé en revue. Ensuite, une fois que j'ai pu observer tout ça, j'ai pu changer de place. À un certain moment, j'ai pris mes affaires, je suis descendue parce que j'ai pu observer qu'à tel endroit, je serais aussi dans une posture où je pourrais observer, mais que j'étais plus à mon aise. En l'occurrence, moi, je me suis mise quand même, donc en bas, mais au fond de la salle, de façon à ce que derrière moi, il n'y ait personne qui m'observe, mais que moi, je puisse observer tout ce qui se passe. Et croyez-moi, j'ai observé tout ce qui se passe. Donc voilà si vous êtes dans cette typologie. Si par exemple vous êtes dans une typologie 1, votre filtre d'attention, ça va être ce qui est correct et incorrect. Donc vous allez voir tout ce qui ne va pas sur la scène, par exemple, le micro qui n'est pas à la bonne place, la lumière qui n'est pas tout à fait centrée sur la personne, le son qui est mauvais, etc. Des choses comme ça. Même dans la salle, vous allez voir qu'il y a des trous. Pourquoi les gens ne se sont pas placés plus les uns contre les autres pour que d'autres puissent s'installer à plusieurs, par exemple, sur une rangée. Voilà, vous allez vraiment observer tout ça. Le 2, lui, par exemple, lui, son filtre d'attention, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider. Il va s'apercevoir que quelqu'un cherche une place, il y en a une à côté, il y en a une devant, il y en a une derrière, il va lui faire des signes pour l'aider à se placer. Dire, voilà, il y a une place de libre. Le 3, c'est vraiment quelqu'un que vous allez le voir. Vous allez le voir, vous allez le remarquer, vous allez remarquer sa stature, comme peut-être son habit, son beau costume, ses nouvelles chaussures, sa montre très chère. Il va se montrer. Le 4, vous allez observer peut-être quelqu'un qui va porter un chapeau un peu excentrique, une robe d'une couleur improbable, ou de toutes les couleurs. Donc ça va être vraiment quelqu'un qui va se distinguer et qui va trouver que ça manque un petit peu d'élégance dans cet endroit, qu'il manque quelque chose, que ça pourrait être plus beau, plus fantasque. Par exemple, le 6, donc on va tous les passer en revue maintenant qu'on y est, hein. Le 6, lui, qui cherche les sources de danger, et bien voilà, c'est exactement ça qu'il va voir. Donc les sources de danger qui peuvent venir des personnes autour, d'éventuellement un projecteur qui est mal fixé, que peut-être il peut tomber sur la scène. Il peut même percevoir le danger dans ce que dit la personne qui est sur scène et qui parle. Donc vous voyez, c'est vraiment tout ça qu'il va analyser. Il va analyser aussi si tout est sécure autour, c'est-à-dire si on va pouvoir sortir si jamais il y a quoi que ce soit dans la salle. Vraiment, lui, il va tout analyser ça, mais pour se rassurer, pour être sûr qu'il a bien passé en revue toutes les sources de danger. Le 7, lui, quand il va rentrer dans la salle, il va essayer de retrouver des copains pour aller s'amuser, rigoler et avoir ce plaisir mental ou physique qu'il recherche. Le 8, pardon, lui, c'est celui qui est un peu charismatique, qui veut prendre le contrôle sur tout. Lui, il va se positionner soit dans un groupe où il a déjà le contrôle, donc il va retrouver des gens qu'il connaît, ou bien il va aller se mettre à un emplacement stratégique pour lui, pour pouvoir être en contrôle de la situation qu'il a besoin de contrôler. Donc ça peut être effectivement, comme je viens de le dire, les gens autour, ou bien même la prise de parole, ou peu importe, hein, sur scène. S'il rentre sur scène, s'il est présenté par quelqu'un, vous allez remarquer tout de suite que sa posture, c'est celle de quelqu'un qui prend le contrôle de la situation. Et puis le 9, lui, qui évite l'inconfort et le conflit, eh bien, il va repérer peut-être, par exemple, l'énergie dans la salle ou dans le groupe, et les tensions. Et s'il sent qu'il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, il va essayer d'harmoniser tout ça, de temporiser, de faire le médiateur. Donc vous pouvez l'observer dans la salle comme ça, ou vous pouvez aussi l'observer sur la scène, parce qu'il peut y avoir aussi des moments dans un regroupement comme ça, dans un congrès, où il y a de l'inconfort. Et bien lui, il va être là pour harmoniser tout ça, pour que tout le monde soit le mieux possible.
J'espère que vous avez compris ces filtres d'attention à travers cet exemple. Bien sûr, c'est un peu simplifié et un peu caractérisé, mais ça aide quand même dans la compréhension, je pense. J'espère, en tout cas, c'est le but. Tout ça, c'est dans les grandes lignes. Vous avez compris que votre personnalité, elle va être dominée par ce mécanisme, ce qu'on va appeler sa base. Mais, et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans les subtilités de l'énéagramme, c'est que cette personnalité, elle va être influencée par les 2 points qui sont les plus proches sur le cercle de votre type, qu'on appelle des ailes. Et ces ailes, elles peuvent confirmer certaines caractéristiques du type, ou bien, à l'inverse, les atténuer. Alors, on dit que grosso modo, ce sont des observations, c'est pas moi qui le dis, les observations, elles mettent en évidence que le fait qu'on a une aile qui est prédominante, qui va se mettre en place à partir de l'adolescence, et la seconde qui va venir un peu plus tard, on va simplifier, on va dire autour de 40 ans, et qui va commencer à prendre de l'importance aussi dans la personnalité, mais que celle-ci restera toujours un peu moins importante que la première. Dans tous les cas, vous voyez que déjà la typologie, elle peut naviguer entre ces 3 points. Donc finalement, vous avez une base et 2 points qui ont des influences, en plus ou en moins, sur votre typologie. Je vous ai également parlé aussi de ces traits, de ces flèches qui relient chacun des points. Eh bien, en effet, on a une possibilité pour la typologie, on va appeler ça se dégrader, se désintégrer, on appelle ça la désintégration en énéagramme, ou au contraire, aller plus vers la maîtrise de la typologie, vers son essence, et on va appeler ça l'intégration. Donc en fonction du sens de la flèche, on va partir vers l'intégration ou la désintégration. Et ça représente encore 2 typologies différentes. Donc vous voyez que là, vous avez une typologie de base, les ailes, donc on en est à 3, et ensuite ce qu'il y a au bout des flèches. Donc on est à déjà 5 typologies sur les 9 qui influencent la vôtre, votre personnalité du moins. Je vous ai parlé de dynamique de l'énéagramme, et bien c'est ça en fait, ce sont ces mouvements d'intégration et de désintégration qui vont s'amplifier par moments et qui vont faire que vous allez acquérir, ou en tout cas adopter, des caractéristiques qui correspondent à d'autres types. C'est là qu'interviennent ces flèches. Alors pour vous faire comprendre un peu que l'énéagramme, ça ne se résume pas juste à un chiffre, on va faire un petit calcul mathématique. Alors attention, calcul mathématique. Donc on a vu que pour chacun des 9 types, on a 5 typologies en fait qui peuvent influer. La base, les 2 ailes et l'intégration, la désintégration. Si on considère, on va considérer, parce que c'est le cas, que l'aile principale peut prendre plusieurs valeurs. Alors pour simplifier, on va dire qu'elle peut en prendre 5, très forte, moyenne, faible ou très faible. L'aile secondaire, on l'a vu, elle est un peu moins, influente, donc on va lui prêter que 3 valeurs. C'est vraiment pour simplifier. Donc les 3 valeurs de l'autre aile qui est secondaire, ça va être forte, faible ou absente. D'accord ? Donc là, j'ai quoi ? J'ai 9 typologies, 5 valeurs d'un côté, 3 valeurs de l'autre. Si je multiplie tout ça, on est déjà à 135 combinaisons possibles de personnalités. Vous voyez que déjà à partir d'un cercle de 9 chiffres, finalement on arrive à 135 combinaisons possibles. Mais en réalité, il y a tellement de nuances possibles que c'est infini et que ça ne peut pas se résumer à un simple calcul mathématique comme je viens de le faire. Cependant, ça vous permet de comprendre la grandeur et la profondeur de cet outil qui, encore une fois, je le répète, ne s'arrête pas simplement à l'observation des comportements de quelqu'un. Et c'est aussi la raison pour laquelle je préfère désigner les types par un chiffre et pas par un adjectif. Et vous comprendrez certainement maintenant pourquoi j'ai choisi ce positionnement-là. Pour vraiment, je le répète encore, éviter les jugements, éviter de faire des interprétations, éviter le rattachement à une expérience vécue, pour être vraiment dans la justesse, la plus grande justesse. Voilà, alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'est quand même un exercice périlleux que d'expliquer l'énéagramme sur un audio, sur un podcast. Donc j'espère que vous avez quand même compris en tout cas le principe et la grandeur de cet outil, de comment on peut rentrer dedans et comment on peut un petit peu l'utiliser. Dans les 2 prochains épisodes, je vous parlerai de la genèse des types,
des centres. Enfin, je rentrerai un petit peu plus en détail, donc si ça vous intéresse d'approfondir un petit peu la compréhension, attention, là on n'est pas sur la typologie, la compréhension de l'outil. Dans tous les cas, si jamais vous allez vous renseigner sur l'énéagramme, vous allez certainement tomber sur des sites qui vous proposent des tests. Et là, je veux vous mettre en garde sur les tests, parce que déjà d'une part, il n'y a aucun test, je vais y arriver, aucun test, avec le mot déjà ça me fait faire des choses, c'est pas bon. Il n'y a aucun test qui soit aujourd'hui capable de vous donner de façon définitive votre typologie. Sachez-le, quel que soit le nombre de questions. Par contre, ça peut en effet vous orienter vers une typologie. Ça peut confirmer peut-être ce que vous avez déjà supputé. J'aime bien ce mot, c'est comme ça. Mais ça peut aussi vous induire en erreur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai connu quelqu'un qui connaissait l'énéagramme depuis 10 ans avant moi et qui était persuadé d'avoir telle typologie. Il avait fait des tests qui l'ont confirmé. Forcément, puisque de toute façon, il était persuadé de cette typologie-là. Donc forcément, ça l'a conforté, en tout cas dans cette croyance. Et je parle bien de croyance, parce que après plusieurs mois d'analyse et plusieurs mois de discussion et de mise en lumière de certaines choses, il s'avère que sa typologie n'était pas celle qu'il croyait. Sa typologie était son aile. Enfin, ce qu'il croyait être son aile, en fait. Enfin, j'espère que je suis claire, en fait. C'était le chiffre juste à côté. Forcément, pendant tout ce temps, il y avait des incompréhensions dans sa vie. Il y avait des questionnements qui ne pouvaient pas être résolus. Il y avait plein de choses qui ne marchaient pas dans ses croyances, dans sa façon de remédier à certaines choses qui n'allaient pas dans sa vie. Et du coup, au moment où il a compris que ce n'était pas cette typologie-là, mais une autre, tout s'est éclairé en fait. Il a commencé à pouvoir avancer vers d'autres choses. Donc faites attention avec ces tests. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis voilà, en fait, je vous invite à écouter les prochains épisodes, à réécouter encore une fois les précédents. Je vais toujours rester pendant quelques temps encore sur la connaissance de soi et sur l'importance de la connaissance de soi, parce que à travers les témoignages que vous allez entendre, qui sont des témoignages de gens qui ont déjà évolué dans ce domaine-là, qui ont déjà travaillé sur la connaissance de soi, vous allez voir ce que ça peut apporter dans la vie. Vous allez mieux comprendre que c'est la base en fait de tout accompagnement à la connaissance de soi, à mon sens. Et pour beaucoup de personnes, c'est le cas aussi. Je vous souhaite une bonne continuation. J'espère vous retrouver très vite dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très vite!